Vous êtes sur Africa 24. Merci de votre fidélité à nos programmes. Aujourd'hui, dans cette émission, nous recevons un acteur politique ivoirien. Il est le président fondateur du CRI panafricain, un parti politique. Entendez, Congrès pour la Renaissance ivoirienne, un mouvement panafricain de résistance. Monsieur Abel Naki est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Avec vous, on va faire un tour d'horizon de l'actualité de votre pays et pointer un regard quand même sur les élections présidentielles qui se profilent à l'horizon. D'entrée de jeu, je vais vous dire qu'il y a une base militaire ivoirienne qui a été frappée récemment par une attaque djihadiste. Comment est-ce que vous avez vécu cela? Cette situation est inquiétante pour les Ivoiriens que nous sommes. Et ce qui est inquiétant d'ailleurs, c'est que depuis qu'il y a eu ces attaques, l'exécutif ivoirien reste un peu amorphe dans la réaction. Vous avez dit? Oui. Pas vraiment, hein, parce oui, que le ministre de la Défense a annoncé quand même l'arrestation de commandos. Le président de la République de Côte d'Ivoire devrait s'adresser aux Ivoiriens par rapport à ces attaques. Quand on parle des mesures cosmétiques, quand on parle de djihadistes, dans le monde, vous savez qu'ici en Occident, quand on parle de ces genres de choses, ça remonte au plus haut niveau. Et donc pour nous, quand le président de la République, après toutes ces attaques, ne s'adresse pas à son peuple pour les mettre en confiance, nous disons que cela est inquiétant. Donc la Côte d'Ivoire aujourd'hui est dans une insécurité. Du discours du chef de l'État pour se mettre en confiance. Et l'intervention du ministre de la Défense, ça n'a pas suffi? L'intervention du ministre de la Défense, c'est normal qu'il intervienne. Oui. Mais nous disons que notre pays est gouverné quand même par un chef d'État. Monsieur Alassane Ouattara. Même plus qu'une intervention, on a arrêté le commando qui a perpétré cette attaque. C'est une très bonne chose. Mais voilà, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Nous saluons cela, c'est une très bonne chose. Mais nous disons qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a ses frontières qui sont aujourd'hui poreuses. Ces frontières-là laissent passer des djihadistes qui rentrent jusqu'en Côte d'Ivoire et font des attaques, des attentats dans notre pays. Cela veut dire que notre gouvernement doit se revoir. Et c'est cela qui m'amène à dire que le président de la République reste muet par rapport à cette situation. Nous sommes à 3 mois maintenant bientôt des élections, parce que je ne compte pas le mois d'octobre. Il nous reste le mois de juillet, août et septembre. M. Ouattara devrait quand même rassurer les Ivoiriens sur ce qui se passe. Il est le chef de l'État. C'est comme un père de famille. Il est le chef de toute la Côte d'Ivoire, de l'État de Côte d'Ivoire. On ne l'entend pas. On ne l'entend plus. On ne sait pas s'il est en Côte d'Ivoire. On ne sait pas s'il est en France. S'il est à Abuja. On ne le voit plus. S'il intervient de temps en temps, vous allez dire qu'il intervient un peu trop. Et M. Babila, il n'y a pas que les djihadistes qui frappent en Côte d'Ivoire. Il y a le coronavirus qui fait ravage dans notre pays par l'incapacité du gouvernement ivoirien. Incapacité, vous avez dit? Oui, je vous dis. Parce que où elle a commencé cette crise de coronavirus en Côte d'Ivoire? Elle a commencé lorsque les frontières ont commencé à être fermées et qu'un avion est venu de Paris pour la Côte d'Ivoire, atterri sur l'aéroport de Côte d'Ivoire. Dans cet avion, il y avait des proches du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui sont rentrés chez eux sans observer les mesures de protection et sans observer les mesures de sécurité. Je vous laisserai pas dire. Et c'est de là qu'est parti. Je vous le dis. Même s'il n'y avait pas eu un avion qui a atterri. Je vous le dis. Pendant que des Ivoiriens étaient en quarantaine pour observer les 14 jours d'incubation, pendant ce temps-là, il y a eu des Ivoiriens proches du pouvoir, donc qui ont des parents haut placés, notamment le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui sont rentrés chez eux. Il y a aussi des enfants de footballeurs qui sont rentrés chez eux. Vous voyez? Et c'est de là qu'est partie la propagation de cette maladie. Il n'y a pas que ça. Il y a la gestion elle-même. Quand on a laissé entrer la maladie, comment on la gère? Comment l'État ivoirien a géré cette maladie pour que les cas de coronavirus puisse être de façon exponentielle évoluer en Côte d'Ivoire. Donc, il y a eu une gestion calamiteuse de cette crise. Pourtant, il y a eu Qu'aurait-on fait selon vous? Ce qu'il fallait faire, d'abord, vous savez, dans notre pays, nous avons d'éminents professeurs de médecine, d'éminents professeurs de pharmacie, pour ne citer que monsieur le professeur Bamba Moriféré, doyen de pharmacie, et pour ne citer que le ministre Maurice Kakoudjikaoué, il aurait quand même pu les appeler pour que ensemble ils puissent trouver les voies et moyens pour freiner cette maladie. Ça n'a pas été fait. Oui, mais ça, c'est votre vision. Le pouvoir, sa manière de gérer aussi la crise. Ça a été une gestion opaque,
de cette crise et les Ivoiriens en souffrent. Vous savez, vous voyez, on nous dit qu'il y a de l'argent qui a été octroyé aux Ivoiriens. C'est M. Ouattara qui le dit, 25 000 francs CFA. Mais sur quels critères on envoie les 25 000 francs CFA aux Ivoiriens? On nous dit les plus démunis, mais quel est le critère qui détermine les plus démunis? C'est ça la question. Donc la gestion de cette maladie n'a pas été au rendez-vous. Il a fallu que l'opposition s'en mêle pour que le gouvernement, finalement, avec le ministère de la Santé, puisse revoir les choses pour que on observe. Mais soyez quand même de bonne foi. Soyez de bonne foi. Je suis de très bonne foi. Dites ce qui se fait aussi, les mesures qui ont été prises, il faut le dire aussi. Et c'est tout comme si, parce que vous entendez parler, c'est tout comme si le gouvernement n'a rien fait. Et puis on assiste à une multiplication. Mais voilà. Le gouvernement fait des choses. Exactement. Je suis un opposant. Oui. Moi, j'ai pour mission de dire c'est que le gouvernement n'a pas bien fait. Autre événement qui concerne la Côte d'Ivoire, c'est l'assouplissement des conditions de mise en liberté de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? Ça a été une très bonne nouvelle. Ça a été une très très bonne nouvelle. Quand bien même il y a le procès en appel. Quand bien même que le procès en appel est en cours en ce moment, ça a été une très bonne nouvelle. Il faut savoir que nous, depuis 2011, notre combat, notre lutte, c'était pour que le président Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé soient en liberté. Cette liberté a été donnée de trois manières. La première manière, c'est qu'ils ont été acquittés, mais maintenus en résidence surveillée, je peux dire, avec des restrictions. Tout récemment, nous avons vu que les restrictions ont été levées. Et donc, le président Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé pouvaient maintenant circuler, voyager. Et donc, ils avaient cette liberté totale. Par contre, derrière, Mme Bensouda entend encore un procès en appel. Ce qui est intéressant... Mais c'était annoncé depuis. Hein, c'était déjà annoncé. Depuis, Ce qui est intéressant, c'est que leur libération donne, en tout cas, un coup de fouet à la réconciliation dans notre pays. Leur libération donne un engouement total. Si vous remarquez aujourd'hui, en pleine période électorale, en plein processus électoral, nous sommes en train de lancer les appels pour l'enrôlement pour des Ivoiriens. La libération du président Laurent Gbagbo a insufflé, en tout cas, cet engouement des Ivoiriens à s'enrôler. Selon quel indicateur vous dites? L'indicateur, déjà, c'est celui qui est ici en Europe. Vous allez voir que dans tous les centres, j'en ai fait le tour la semaine dernière, de tous les centres d'enrôlement, après l'appel que le président Laurent Gbagbo a lancé aux Ivoiriens de se faire enrôler sur les listes électorales, il y a eu un engouement total. Il y a eu les Ivoiriens. C'est l'appel du président Gbagbo qui a occasionné tout ça. Son appel a apporté un plus. Tous les partis politiques de l'opposition et même les partis au pouvoir ont aussi lancé l'appel pour s'inscrire sur les listes électorales. Oui, mais voilà. Ce qui est intéressant aussi dans cette libération, c'est que le président Laurent Gbagbo étant libre et M. Charles Blé Goudé étant libre, la politique interne prend aussi un accélérateur important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le RHDP, qui était une coalition qui ne l'est plus maintenant, qui est resté un simple parti politique dans lequel il n'y a que le RDR, se voit aujourd'hui malmené par cette libération. Malmené, je ne sais pas quels sont vos indicateurs quand vous parlez de malmené, mais dans le même temps, ce que vous ne dites pas, c'est qu'il y a un collectif des victimes qui ne souhaitent même pas que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé rentrent en Côte d'Ivoire. Oui, mais les victimes dont on parle, il ne faut pas seulement se cantonner sur un seul camp pour parler de victimes. Il y a eu des victimes de part et d'autre. Non, il y a des victimes de la crise post-électorale. Oui, mais c'est normal. On ne dit pas que c'est des victimes de Laurent Gbagbo ou c'est des victimes de Alassane Ouattara. C'est des victimes de la crise. Moi, je m'étonne quand on me dit que les victimes se plaignent. Non, ne vous étonnez pas. Oui, je m'étonne. Vous savez pourquoi? Quand même. Ils se plaignent. Mais ces victimes-là étaient heureux lorsque le président Laurent Gbagbo a été transféré à la CPI. Donc, à la CPI, ce n'est pas les juges ivoiriens qui ont fait ce jugement, ce sont des juges internationaux qui ont jugé M. Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé. Ces juges, à l'issue d'un procès qui a duré au moins 7 ans, à l'issue de ce procès, ces juges ont trouvé que les preuves, en tout cas d'accusation contre M. Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé, n'en valaient pas la peine et donc ont obtenu la libération. Ils ont été acquittés.
Alors, les victimes devraient s'en prendre à la Cour pénale internationale et non pas au retour du président Laurent Gbagbo. Parce que si le président Laurent Gbagbo n'est pas coupable, si le ministre Charles Blé Goudé n'est pas coupable, alors il reste un coupable. C'est qui? Il y avait 3 protagonistes dans cette guerre. En tout cas, j'espère que vous le coupable qui reste, c'est bien M. Ouattara. J'espère que vous nuancez bien. Vous nuancez bien parce que le procès est encore en cours. Il est en cours. C'est un procès en appel. Le procès en appel. C'est un procès en appel. Mais le procès en appel, c'est sur les mêmes faits. Donc les mêmes faits donneront les mêmes résultats. Le président Laurent Gbagbo sera toujours acquitté et le ministre Charles Blé Goudé sera toujours acquitté. Il faut que les victimes... Ça, c'est votre vœu. Il faut que les victimes ivoiriens se tournent du côté... Il faut que les victimes ivoiriens se tournent du côté de M. Alassane Dramane Ouattara, qui avait sa milice, qu'il a appelé les FRC, qui ont bombardé à Naïbli, où il y a eu plus de 200 morts, qui a bombardé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, un peu partout. Ces milices-là existent encore. Les chefs de guerre qui, depuis 2002, ne font que tuer en Côte d'Ivoire, ces chefs de guerre qui étaient au devant de cette crise post-électorale sont à Abidjan. Donc, M. Ouattara, si M. Gbagbo a été lavé de tout soupçon, alors en tout cas, le seul qui reste, c'est M. Ouattara. Les victimes doivent se tourner vers M. Ouattara parce que c'est lui, en réalité, qui est le coupable de cette crise. Le procès en appel suit son cours. On attend que le verdict tombe et qu'on puisse situer réellement les responsabilités. Monsieur Abel Naki, nous allons marquer une pause dans cette émission. Chers téléspectateurs, ne partez pas, gardez votre position d'écoute. On vous rejoint dans quelques instants. Nous amorçons la seconde partie de cette émission qui reçoit aujourd'hui le président fondateur du CRI panafricain, M. Abel Naki. Merci d'être toujours en notre compagnie. Plus que quelques mois et les Ivoiriens iront aux urnes pour élire leur nouveau président. Comment vivez-vous cette ambiance préélectorale? C'est une ambiance préélectorale qui est bien vécue par les Ivoiriens, mais qui inquiète aussi les Ivoiriens. Aujourd'hui, la première phase du processus électoral est sur la phase de l'enrôlement. Le président de la CEI, M. Kubert Koulibaly, a donné un délai de 10 jours avec les déclarations des partis politiques de l'opposition pour dénoncer le fonctionnement de ces enrôlements un peu partout en Côte d'Ivoire et aussi dans la diaspora. M. Kubert Mamadou a trouvé bien, donc la CEI a trouvé bien de repousser, en tout cas la date limite d'inscription sur la liste électorale de 6 jours. Nous disons que c'est une bonne chose, mais ce n'est pas encore suffisant. Vous savez... Mais vous voulez quoi d'autre? Nous voulons que cette date-là soit encore beaucoup plus reculée. Pourquoi? Il y a aujourd'hui... À cette allure, on va faire un enrôlement jusqu'à dépasser même la date des élections. Hein. Si nous voulons faire de bonnes élections, si nous voulons que l'élection en Côte d'Ivoire le 31 octobre se passe très bien, il faut prendre le temps de le faire. Déjà, la CEI avait tout le temps de faire la révision de la liste électorale. La loi électorale dit que chaque année, cette liste-là devrait être révisée. M. Ouattara a attendu jusqu'à ce que nous soyons coincés pour faire la révision de cette liste-là. Ce n'est pas bien grave. Mais je dis que M. Kubert... Pourquoi parlez-vous de M. Ouattara? Quand je parle de M. Ouattara, c'est parce que c'est le gouvernement qui gère tout ce qui est processus électoral et tout ça. M. Kubert devrait encore aller plus loin pour prolonger encore beaucoup plus cette date-là. C'est le président de la commission électorale. Le président de la commission électorale. Pourquoi? Il y a des personnes qui ont été inscrites sur les listes électorales. En 2009, pour le vote de 2010, ces personnes-là, par miracle, ne se retrouvent plus sur la liste électorale. Certaines personnes. C'est des milliers de personnes. Certaines personnes. C'est des milliers de personnes, parce qu'on en a les preuves. Oui, mais ce n'est pas la totalité de ceux qui étaient inscrits en 2009. Vous savez, M. Babilas, une élection est une élection. Une élection, c'est une voix plus une voix. À une voix près, on peut perdre une élection. Oui, mais il faut prendre le temps. Dans le même temps, il faut dire quand même quelque chose de très important. Quand on a ouvert les inscriptions sur les listes électorales, quand on a ouvert l'enrôlement, comment se fait-il qu'on a observé cet engouement timide au départ? Pourquoi les gens n'étaient pas pressés d'aller s'enrôler au départ? Oui, parce qu'il fallait que la CEI puisse engager un processus de communication pour que les Ivoiriens se sentent vraiment impliqués. Vous savez, chez nous, notre pays est particulier. La Côte d'Ivoire, depuis 1999, le coup d'État de 1999, vit dans une impasse. Et dans cette impasse-là,
la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens ont peur quand on parle d'élections. Donc, il faut les sensibiliser. Oui, mais avoir peur d'élections ne veut pas... Il faut les sensibiliser d'aller s'enrôler. Aller s'enrôler, ce n'est pas déjà aller voter. Il faut prendre le temps. C'est la responsabilité des partis politiques aussi. C'est ce que nous avons fait. Et c'est ce que nous avons fait. Et c'est d'ailleurs parce que nous l'avons fait. Mais pourquoi voulez-vous jeter la pierre au président Ouattara? C'est d'ailleurs... pas de sa faute, non? C'est d'ailleurs parce que nous l'avons fait. Nous avons mobilisé nos troupes qu'aujourd'hui, il y a de l'engouement. Oui, mais vous les avez mobilisés bien après, bien en retard. Reconnaissez quand même votre responsabilité. Le délai ne suffit plus. Oui. Il faut que M. Cuibert, comme il a dit ici, quand il est venu à Paris, nous l'avons rencontré, il a dit qu'il engageait sa personnalité morale par rapport à l'organisation de ces élections. Il faudrait qu'il se dise qu'aucun Ivoirien ne doit être laissé pour compte. Tout le monde doit être inscrit sur les listes électorales. J'espère que les partis politiques joueront leur rôle désormais. Autre fait quand même conflictuel, c'est la composition de la commission électorale. Beaucoup de remous, des atermoiements. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait de la composition de la commission électorale? Nous ne sommes pas du tout satisfaits. Cette commission électorale, elle est monocolore. Elle est à 98% composée des membres du RHDP. Je vais vous dire pourquoi. Depuis 2016, oui. Depuis 2016, l'État ivoirien a été condamné par la Cour africaine des droits et des droits de l'homme. Ça, c'est un débat ancien. Parce que l'État ivoirien est revenu quand même sur sa position. Il y a eu des modifications qui ont été faites, non? En quoi faisant? Je vais vous expliquer, parce que j'étais moi-même au cœur de ces discussions. Le gouvernement ivoirien a ouvert les discussions depuis le 26 janvier 2019. Nous avons discuté avec le gouvernement. Au cours des discussions, les propositions que l'opposition a apportées sur la table, ces propositions ont été rejetées par le revers de la main par monsieur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que lui, monsieur Amadou Gon Coulibaly, n'est pas décisionnaire dans cette discussion. Il va falloir qu'il aille voir monsieur Ouattara. Donc si monsieur le Premier ministre qui conduit les discussions ne peut pas décider, ne peut pas dire son mot, alors qu'on nous mette directement en relation avec le président de la République. Monsieur Naki, on va faire... Je vais terminer là-dessus. Je termine là-dessus pour dire que c'est monsieur le Premier ministre, monsieur Amadou Gon Coulibaly, qui a lui-même arrêté les discussions. Et nous aussi, nous avons arrêté de discuter avec le gouvernement. Voyons la composition de la commission électorale aujourd'hui. Vous me direz si je suis dans le vrai. La commission est composée de 17 membres, dont un représentant du président de la République, 4 représentants du pouvoir, 4 représentants de l'opposition, 4 représentants de la société civile et 4 de l'administration. C'est là ou ce n'est pas cela? Ce n'est pas cela. Ah, bon, ce n'est pas cela. Corrigez-moi, s'il vous plaît. Oui, c'est ce que j'étais en train de dire. Corrigez-moi, s'il vous plaît. Déjà, c'est déséquilibré. Quand vous prenez 4 du président de la République. Oui. 4 de l'opposition. De l'opposition, ça va. On dit 4 du président de la République, c'est 4 du parti de la mouvance présidentielle. Non, ce n'est pas ça. Réalisez ce que vous voulez dire. Oui. Et il y a des personnes qui représentent le président de la République en tant que président de la République. Qui représente le pouvoir. Pas le pouvoir. Le pouvoir, il y a plusieurs entités dans le pouvoir qui représentent le président de la République. Il y a aussi d'autres personnes qui représentent le Premier ministre. Il y a d'autres personnes qui représentent le président de l'Assemblée nationale. Quand vous faites la totalité de toutes ces représentations, vous vous rendez compte que le président de la République, il est RDR. Le président de l'Assemblée nationale, il est aussi du RHDP. Et le Premier ministre est du RHDP. Déjà, il y a un déséquilibre. Où est-ce que vous mettez les membres de l'administration? Mais les membres de l'administration, ils sont neutres. Normalement, ils devraient être neutres. Heureusement. La société civile aussi. Nous, ce que nous avons proposé au gouvernement ivoirien, c'est que cette CEI soit dirigée par un membre de la société civile qui a été choisi par consensus. Ce qui n'a pas été le cas. Le gouvernement ne l'a pas accepté. M. Cuibert est militant du RDR. Il est militant du RHDP. Et c'est lui qui est le président de la commission électorale indépendante. Qu'est-ce que vous redoutez? Nous allons à ces élections. Qu'est-ce que vous redoutez concrètement? Ce que nous redoutons, c'est que nous allons tout droit vers une fraude massive du RHDP. Mais je m'avais vous dit, M. Babila, tranquillisez-vous. L'opposition ivoirienne est prête pour battre le RHDP dès le premier tour. Dans les urnes. Dans les urnes. Quelle que soit la fraude que le gouvernement en place sera en train de mettre en place, l'opposition ivoirienne, en tout cas dans tout son ensemble, autour du président Henri Konan Bédié, sera au soir du 31 octobre 2020 vainqueur de ces élections
dès le premier tour. Nous n'allons pas dans un second tour avec le RHDP. En tout cas, ça, c'est vos voeux. Qui est déjà vidé de sa substance. Ce n'est pas un vœu, ce sont les statistiques qui le démontrent. Mais je vous donne les statistiques. Monsieur Gbagbo Laurent est libéré. Monsieur Blé Goudé est libéré, il est de l'opposition. Guillaume Soro, qui était le bras séculier de monsieur Alassane Ouattara, aujourd'hui n'est plus avec lui. Monsieur Ouattara, donc le RDR, reste tout seul. L'opposition est beaucoup plus renforcée avec le président Henri Konan Bédié, avec tous les autres partis de l'opposition. On parlera du président Henri Konan Bédié tout à l'heure, mais pour l'instant, on va évoluer et dire que le jeu semble ouvert cette fois-ci. Surtout que le président Alassane Ouattara s'est dit ne pas vouloir se présenter. Comment est-ce que vous avez d'abord accueilli cela? Bon, qui ne se présente pas, nous, ce n'était pas une joie pour nous. Parce que la constitution ivoirienne... C'est une joie pour vous. C'est un adversaire de taille quand même. Oui, c'est un adversaire de taille, mais la loi ne lui permet pas d'être candidat. Non, nous, ça ne va pas être une joie pour nous. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat parce que... Pourquoi vous voulez que ce soit un autre débat? C'est un autre débat. C'est un autre débat. C'est un autre débat étant donné que... M. Babilas, alors qu'il est écrit noir sur blanc dans les textes fondamentaux de notre pays qu'un président de la République ne devra être élu que 2 fois. En tout cas, lui-même a dit qu'il avait la possibilité de se représenter. Il n'avait aucune possibilité. Qu'il ne veuille plus, c'est un autre débat aujourd'hui. Qu'il ne veuille plus, c'est une décision sage quand même. C'est une sage décision. Saluez-le, même si vous ne serez pas quelqu'un de votre camp, saluez quand même cette décision. Monsieur Babila, si vous offrez un cadeau de Noël à votre fils, devrons-nous vous saluer pour ça? Il y a des pères qui ne le font pas. Donc pourquoi? Ceux qui le font, ils sont indignes. Donc, M. Ouattara, s'il ne le faisait pas, allait être un père indigne. Donc, il a fait ce qu'il devrait faire. Donc, pour ça, on n'a pas besoin de le saluer. Bref, il n'est plus candidat. Vous m'avez dit que le jeu était ouvert. Mais le jeu, il est vaste. Il est vraiment ouvert de façon très vaste et très large. Et donc, la Côte d'Ivoire doit saisir cette brèche. Et pour vous et pour les autres aussi. Et pour nous, et pour tout le monde, le jeu est ouvert. Mais je l'ai dit tout à l'heure, que l'opposition est beaucoup mieux organisée que le parti au pouvoir. Le parti au pouvoir a son candidat, dans la personne de M. Amadou Koulibaly, qui va défendre les couleurs du RHDP. Mais toutefois, on note quelques ennuis de santé qui amènent à jeter quelques doutes sur sa capacité à pouvoir défendre vraiment les rênes de ce parti. Est-ce que cela vous inquiète? La santé du Premier ministre m'inquiète. Qu'il soit aujourd'hui en difficulté pour des raisons de santé, cela m'inquiète. Mais qu'il ne se présente pas comme candidat du RHDP, cela ne m'inquiète pas. Parce que pour moi, qu'il soit candidat ou pas, c'est un parti qui va être battu le 31 octobre 2020. Donc pour moi, ce n'est pas ça l'essentiel. Je vais vous dire pourquoi nous allons gagner dès le premier tour. Monsieur Ouattara, avec le président Henri Konan Bédié, qui ont mis en place le RHDP, on se rend compte qu'aujourd'hui, ce RHDP est vidé de toute sa substance. Dans le même temps, il ne faut pas oublier les membres du PDCI qui ont quitté le PDCI aujourd'hui pour aller également du côté du RHDP. Ne l'oubliez pas. C'est différent. Je vous parle d'une coalition qui n'en est plus une. Quand vous voyez M. Anaki Kobena, qui n'est plus du RHDP, M. Mabri Touakeuse de l'UDPCI, qui n'est plus du RHDP, quand vous voyez M. Henri Konan Bédié, qui n'est lui aussi plus du RHDP, M. Soro Guillaume, qui était le poulain de cette coalition, n'y est plus, vous vous rendez compte qu'il ne reste que le RDR dans le RHDP. Mais dans le même temps, vous l'avez évoqué plusieurs fois dans cette émission, que c'est l'ancien président Henri Konan Bédié qui va défendre les rênes du PDCI et de toute l'opposition, si je m'en tiens à vos propos. Est-ce qu'il en a les capacités? Parce qu'il y a beaucoup de voix qui se lèvent aussi, que disent ces voix? Qui disent un certain nombre de choses que nous allons voir dans la suite de cette émission, chers téléspectateurs. On marque une seconde pause et on revient dans quelques instants. Nous revenons sur le plateau d'Africa 24 pour la toute dernière partie de cette émission qui reçoit M. Abel Naki, aujourd'hui président du CRI panafricain. Merci de votre présence sur notre plateau. Je le disais, le président Henri Konan Bédié va défendre les couleurs du PDCI pour cette élection. Alors certaines voix se lèvent en disant, pourquoi encore lui, M. Abel Naki? Mais pourquoi encore le président Henri Konan Bédié? Oui. Pour plusieurs raisons. Et là, j'aimerais qu'on me laisse développer cette partie. Allez-y rapidement, mais... Pour plusieurs raisons. Oui. Pour plusieurs raisons.
Vous savez que le président Henri Konan Bédié a été victime d'un coup d'État en 1999. Coup d'État qui l'a amené en exil. Et depuis lors, le président Henri Konan Bédié est resté comme un homme intègre, à accompagner la Côte d'Ivoire pour amorcer son développement avec tous ceux qui se sont succédés. On a compris que depuis 1999, le pays est resté bloqué. L'élection de 2000 du président Laurent Gbagbo a été qualifiée de calamiteuse. En tout cas, bloqué du fait des acteurs politiques, voilà, aussi. A été bloquée du fait des acteurs. Et celle de M. Ouattara en 2010, qui a été faite sous les bombes démocratiques de M. Nicolas Sarkozy, a été, elle aussi, cette élection décriée. Il reste que le président Henri Konan Bédié se rend compte qu'il s'est trompé de pouvoir s'associer à M. Ouattara, qui aujourd'hui le démontre aux yeux du monde entier que M. Ouattara est réellement quelqu'un qui n'est pas conciliable. Mais il a des handicaps. M. Ouattara, Monsieur Bédié, il a des handicaps quand même. Son âge, par exemple. Mais vous n'allez quand même pas dire que... Monsieur Babilas, l'âge n'a jamais été un frein à la vie publique. Je vous amène aux États-Unis. Aujourd'hui, en campagne, M. Joe Biden, il a 78 ans. Oui. Il est candidat pour les démocrates. Monsieur Bédié, je suis en train de vous demander, est-ce qu'aux États-Unis, il n'y a pas des jeunes de 30 ans, de 40 ans dans le parti des démocrates pour laisser M. Joe Biden être candidat aux États-Unis? M. Bédié a 86 ans. C'est une grâce, c'est un honneur pour nous, Ivoiriens, d'avoir le doyen d'âge dans la classe politique qui est encore vivant, qui est encore sur ses pieds et qui a décidé de se mettre en mission pour réconcilier définitivement les Ivoiriens. Monsieur Babila, je vais vous dire une chose. Le président Henri Konan Bédié est l'homme providentiel pour amener les Ivoiriens à se réconcilier. Pourquoi je le dis? Lorsqu'il y a eu la réforme de la CEI, le président Bédié a fait réunir autour de lui toute l'opposition dans toute son entièreté. Je dis bien toute l'opposition dans toute son entièreté. Oui, quelqu'un qui est capable de le faire, quelqu'un qui est capable de le faire, c'est quelqu'un qui a le sens de la vie élevée. Oui, je vais vous dire, qu'est-ce qu'il a fait encore? Deuxième chose qu'il a fait, il a mis en place une plateforme non idéologique du jamais vu dans notre pays, depuis le temps du Houphouët-Boigny. Une plateforme non idéologique dans laquelle siègent tous les partis politiques de sensibilité différentes. Il y a même des partis politiques qui sont proches du président Guillaume Soro, qui sont dans la CDRP, dont le président Henri Konan Bédié est le référent politique. Monsieur Naki, il est le seul. Aujourd'hui, oui, vous n'allez pas me poser la parole tout le temps. Aujourd'hui, avec la candidature de Henri Konan Bédié, est-ce qu'il n'y a pas risque que Alassane Ouattara revienne sur sa décision de ne pas être candidat? Serait-il devenu un chien pour vomir et reprendre son vomi? Nous attendons pour voir. Attention, sa décision de ne pas être candidat n'est pas constitutionnelle. À tout moment, il peut revenir là-dessus et on peut pouvoir le lui reprocher. Qui ne revient pas sur cette décision? Qui ne se trompe pas? Elle est anticonstitutionnelle, M. Babilas. On parle de deux choses différentes. Je parle de la décision de M. Ouattara de ne pas être candidat. Ça, c'est interne à son parti, de ne pas être candidat. Il peut revenir sur sa décision. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne suis pas... Non. Il peut revenir sur cette décision. Il peut revenir sur la décision. Mais je vous dis que s'il revient sur cette décision, ce serait antidémocratique. Et en quoi? En quoi? Parce que M. Ouattara a fait ses 2 mandats à la tête de notre pays. Le test que lui-même a validé en 2016, il a fait écrire par ses camarades et qu'il a fait valider par son parti. Ce test dit que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut n'avoir pas fait 2 mandats. Donc, la mandature limite, c'est de 2. Le temps de mandat, c'est de 2. Donc, M. Ouattara serait en contradiction avec la loi. Maintenant, s'il force, parce que nous le connaissons ici, je termine. Non, vous n'avez pas terminé. Avant même d'en arriver là, où est-ce que vous mettez la révision de la Constitution qui a eu lieu à un moment donné? Mais c'est ce que je viens de dire. Oui. Elle a été révisée. Oui. Ce point n'a pas été touché. Non, ce point n'a pas été touché, mais d'une manière ou d'une autre, est-ce que nous n'assistons pas à une nouvelle république qui est née à un moment donné?
Parce que c'est une question d'interprétation vous êtes en train d'interpréter juridiquement. Vous êtes devenu juridique subitement. Je vous dis que M. Ouattara n'en a pas le droit de se représenter. Et sa décision qui a été saluée par son parti, mais qui ne nous a pas émus, cette décision, s'il revient là-dessus, parce que c'est son habitude, il a un problème avec la loi, et s'il utilise son épée, qui est celui d'être dictateur et d'imposer sa dictature, en revenant être candidat, je vous le dis, même que ce soit M. Ouattara, que ce soit M. Gon Coulibaly, si son cœur va mieux, que ce soit M. Ahmed Bakayoko, je ne vois pas qui, au RHDP, pourra battre l'opposition dès le premier tour. Vous essayez de citer les noms de ceux que vous redoutez, c'est ça, non? Ce ne sont pas ceux que nous redoutons. Ce sont ceux que M. Ouattara est en train de calculer à mettre comme candidat. Donc nous lui disons dorénavant que même si ces personnes-là se présentent contre l'opposition ivoirienne, avec à sa tête le président Rikona Bédié, elle perdra dès le premier tour. En tout cas, comme vous redoutez beaucoup le président Alassane Ouattara, le candidat Alassane Ouattara, vous vous empressez d'exhiber des interprétations de la Constitution qui vous arrangent. On verra la suite du débat. Autre fait qui concerne votre pays, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, continue de clamer sa candidature à la prochaine présidentielle. En dépit de son exil, il y a eu entre-temps une condamnation à 20 ans de prison. Est-ce que c'est une position tenable selon vous? La position peut être tenable. Comment? Parce que déjà, M. Guillaume Soro et ses équipes, ses conseils juridiques ont lancé une procédure au niveau de la Cour africaine. Laquelle procédure a eu un gain positif pour M. Guillaume Soro. Un début de gain. Un début de gain pour M. Guillaume Soro. Il continue de se battre sur le côté juridique, sur le plan juridique, et nous pensons que cela va donner un résultat, en tout cas, positif. En tout cas, permettra, en tout cas, à M. Ouattara et au gouvernement ivoirien de finalement accepter que M. Soro Guillaume puisse rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'il est candidat déclaré, qu'il puisse compétir. Oui, mais vous avez parlé de la Cour africaine. La Cour africaine a rendu des décisions dans nombre de pays, mais qui n'ont pas été suivies d'effet. Nous le savons. Oui. Nous le savons. Aujourd'hui, je ne représente pas M. Guillaume Soro sur ce plateau, mais je vais dire que... Oui, c'est la logique qui Voilà, c'est la logique. C'est pour ça que je dis qu'à part la cour africaine, il y a aussi d'autres procédures judiciaires qui ont été engagées par les équipes juridiques de M. Guillaume Soro. Donc, à ce moment, au moment venu, je pense que les décisions seront données. Et notre souhait, en tant que démocrate, c'est qu'un candidat déclaré puisse avoir accès à l'élection présidentielle. Donc, nous plaidons aussi pour que le président Guillaume Soro puisse rentrer en Côte d'Ivoire et se confronter justement à cet électorat ivoirien. Nous avons parlé du RHDP, de sa candidature, nous avons parlé du PDCU, sa candidature, mais on ne parle pas beaucoup de la candidature du CRI panafricain. Est-ce que c'est un parti qui est créé pour accompagner toujours les autres, ou bien à un moment donné, vous dites que vous allez prendre aussi vos responsabilités? Oh, le CRI panafricain a été créé en 2014. On n'a même pas encore 10 ans d'existence. Nous faisons nos pas. Oui. Nous n'avons pas 10 ans. Rien ne dit qu'il faut faire au-delà de 10 ans d'abord. Rien ne dit aussi qu'il faut faire au-delà de 10 ans. Je vous ai dit tout à l'heure, M. Babilas, que notre pays, la situation de notre pays est particulière. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas de se présenter ou parce qu'on est jeune qu'on doit se présenter. Il s'agit de régler un problème fondamental dans notre pays, qui est le problème de la réconciliation nationale. Et ce problème fondamental, nous accompagnons, en tout cas, Monsieur Abel Naki, nous accompagnons n'embrouillez pas les téléspectateurs. Répondez à ma question. Est-ce que ce parti va toujours accompagner les autres ou bien le parti veut prendre ses responsabilités? Mais déjà, le parti prend ses responsabilités. Déjà, le fait que nous sommes érigés en parti politique, nous avons pris nos responsabilités. Oui. Nous participons au débat politique. Il y a des milliers de partis politiques. Pour l'instant, pour ces élections-ci, pour ces élections-ci, M. Babilas, nous sommes à 3 mois de ces élections. Si le CRI panafricain devrait présenter un candidat, je pense que je serais venu vous voir depuis fort longtemps. Si je ne viens pas vous voir, c'est que pour l'instant, notre parti n'a pas de candidat. Mais ça ne veut pas dire que notre parti ne participera pas à l'évolution de la vie politique en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que je dis que nous sommes dans une situation particulière qui n'est pas la même chose que dans les autres pays. Dans les autres pays, on dirait, oui, il faut que la jeunesse se mette devant, il faut laisser la place à la jeunesse. Notre pays a été mis dans un gouffre par des dévanciers, par des anciens
et ces anciens-là sont en train de tout mettre en œuvre pour léguer à la nouvelle génération que nous sommes un pays réconcilié, un pays en paix. Sauf que d'autres personnes... Et c'est à ça que nous attelons au sein du CRI panafricain. Certaines personnes estiment que les trois grands ténors qui ont dirigé la politique ivoirienne depuis longtemps, il est temps qu'ils se remettent tous en retrait. Et c'est ce que M. Ouattara a essayé de faire. Est-ce que vous ne souhaitez pas la même chose que pour Laurent Gbagbo et pour Henri Konan Bédié? Non, M. Ouattara est un tacticien. M. Ouattara a pensé qu'en disant cela, M. Bédié et M. Gbagbo ne se présenteraient pas. Et finalement, il s'est fait lui-même harakiri, prêtez-moi l'expression, il s'est fait lui-même harakiri parce qu'il a oublié de remettre le verrou de la limite d'âge. Donc, dès l'instant où le verrou de la limite... c'est un oubli? Ah, je ne sais pas. Je dis que c'est un tacticien. Et donc, il a fait semblant de le laisser le verrou ainsi. Mais non, ça l'a rattrapé parce qu'en le laissant... Pas de tacticien, parlez plutôt de démocrate. Non, je... De démocrate, parce qu'il aurait pu mettre le verrou de la limitation d'âge. Maintenant qu'il n'a pas mis le verrou. Oui, il faut le saluer quand même. Nous le saluons. Oui. C'est pour cela... Vous parlez pas de tacticien. Non, c'est pour cela que nous disons que le président Henri Konan Bédié, du haut de ses 86 ans, est capable de diriger ce pays, est capable de compétir. Et nous l'accompagnons dans cette compétition. Nous sommes à la fin de cette émission. C'est vrai que ce fut court, mais c'était quand même long. Très long. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci. Merci beaucoup. C'était tout pour cette émission, chers téléspectateurs. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. Tout de suite, je vous laisse en compagnie des programmes d'Africa 24. Très, très bientôt.